Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 22 novembre et voici le programme de ce 19h. La princesse Charlène était auprès des élèves des classes de CP ce matin. Au Grimaldi Forum, elle a assisté à des ateliers pour les sensibiliser au risque de la noyade. Nous parlerons entrepreneuriat avec notre invité Stéphane Bruno, l'administrateur délégué de Monaco Boost. La pépinière d'entreprise a ouvert ses portes au public ces 2 derniers jours. Amateurs de bijoux, nous partirons ensuite pour un voyage exceptionnel entre trésors vintage et créations contemporaines à l'occasion du lancement du salon international Joya. Enfin, comment bien ranger ses aliments dans son frigo et éviter ainsi le gaspillage? Pour répondre à cette question pratique, une de nos équipes est partie à la rencontre de l'association Ecopolis qui intervient dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Comment repérer quelqu'un en détresse dans l'eau ou porter correctement un gilet de sauvetage? Voilà à quoi a servi, entre autres, la matinée de sensibilisation auprès des élèves de primaire de la Principauté qui ont pu rencontrer lors de cette formation la princesse Charlène. Vous le savez, sa fondation a fait de la prévention contre la noyade son cheval de bataille. Un reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Ils étaient 310 enfants au total. Tous les élèves des classes de CP de la Principauté se sont retrouvés au Grimaldi Forum pour une grande opération prévention noyade en présence de la princesse Charlène. Il s'agit de la 2e édition de cette opération organisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. La noyade est malheureusement une réalité tragique qui existe de partout, y compris peut arriver à n'importe quel enfant, même quand on sait nager, même n'importe quel adulte, aussi fort soit-il. Et donc, si on peut leur apprendre dès le plus jeune âge à avoir des réflexes, ça peut être des vies qui sont sauvées. Donc on les sensibilise au danger de l'eau, mais surtout aussi à comment bien se comporter dans les milieux aquatiques, autour des bassins, et surtout les gestes à faire s'ils sont soit acteurs d'un danger ou qu'ils voient, comment avertir les secours. Cette opération prévention noyade a été organisée en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, la mairie, la Croix-Rouge, la division de police maritime et aéroportuaire, le corps des sapeurs-pompiers et l'Académie monégasque de la mer. Les enfants, par classe, sont allés d'atelier en atelier, une dizaine entre théorie et pratique. Le principe de l'atelier, en fait, c'est de leur faire découvrir les différents environnements où l'on pourrait se noyer. Donc le lac, la rivière, la mer, l'océan. Et donc on leur fait rechercher les dangers et voilà. Et à la mer, par exemple, bien vérifier qu'on a ce qu'il faut, les brassards, etc. Demander à un adulte de nous regarder quand on va à l'eau et leur faire comprendre qu'on peut se noyer surtout dans très peu d'eau, même dans sa baignoire. C'est ça l'important. Qu'est-ce que tu as fait là comme parcours ? Un parcours de sauvetage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fallu faire? On a dû courir, sauter, marcher sur le plot, sauter, ramasser une bouée, mettre sur la ligne sur le tapis bleu, la mettre en horizontale et lancer à la personne qui est en difficulté. Pendant 2 heures, les quelques 300 enfants ont été sensibilisés à la noyade. Il y a même eu un atelier petit déjeuner. Ici, pas question de boire la tasse, mais un jus d'orange tout au plus. Et on rappelle que 300 000 décès par noyade sont recensés chaque année à travers le monde. Ces ateliers de prévention sont donc indispensables. En sport, la Roca Team a montré un meilleur visage hier soir en s'imposant 103 à 92 face à l'Asvel pour le compte de la 11e journée d'Euroleague. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion et Julien Logier. La Roca Team se devait de réagir et de montrer un autre visage pour le public déçu par la prestation face au Mans, pour le coach Sacha Obradovic, débarqué lundi et qui a beaucoup apporté à l'équipe et aux joueurs ces dernières années, et enfin pour la confiance essentielle dans le sport de haut niveau. Mission accomplie par des Monégasques malmenés dans le premier quart-temps par le talent de Théo Malédon, 24,8 passes, par l'adresse d'Mbaye Ndiaye, 18 points à 4 sur 5 longues distances, et par l'impact de Geoffrey Lauvergne proche du cercle. L'Asvel va compter jusqu'à 11 points d'avance en première mi-temps avant qu'Eli Okobo ne débute son festival. Monaco est à -2 à la mi-temps et va faire exploser l'Asvel dans le 3e quart-temps. 37 points inscrits, une défense de fer, du jeu rapide et un Okobo en mode Okobos, 27 points, 6 passes, 3 interceptions, 36 d'évaluation au final.
Villeurbanne perd trop de ballons, 20 au total, et Monaco prend feu. Plus 18 à 4 minutes du buzzer, plus 11 au final. 103 à 92, voilà une victoire qui fait du bien. Ouais, une victoire collective, on a vu un esprit d'équipe. Je pense qu'on a fait plus de passes décisives que d'habitude. On a joué dur défensivement. Même quand ils ont fait leur run, on est resté concentré et on a vu tout le monde garder la tête haute et s'encourager. Et je pense que c'est un bon début. Exactement, montrer le vrai visage. Ça fait 2-3 matchs un peu caca ici où voilà, on montre beaucoup de faiblesses, où on montre beaucoup de frustration. Et là, c'était le moment, surtout en Euroleague et à domicile, de montrer un autre visage pour les fans et pour nous-mêmes aussi, pour se donner de la confiance. Reste maintenant à démarrer une série de victoires pour consolider la place dans le top 8. Prochaine échéance européenne, vendredi prochain, sur le parquet du Panathinaïkos. En marge de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, Monaco Boost a organisé des journées portes ouvertes hier et aujourd'hui. Pour dresser un bilan de cette opération, nous recevons l'administrateur délégué de la pépinière d'entreprise et directeur du développement économique, Stéphane Bruno. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'est Monaco Boost ? Alors Monaco Boost est une société 100% d'État. Donc c'est la pépinière d'entreprise qui est destinée aux entrepreneurs monégasques ou conjoints. Elle a pour vocation d'accompagner nos jeunes entrepreneurs et de stimuler l'esprit entrepreneurial en principauté. Quelles sont alors les grandes différences entre une pépinière d'entreprise, ce qu'est Monaco Boost, et un incubateur comme Monaco Tech ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une grande différence que Monaco Tech est dédié à l'innovation avec des secteurs tels que la fintech, la biotech, la medtech, avec des entreprises où il y a un degré de technicité et d'innovation très important. Alors que Monaco Boost, c'est une pépinière qui est consacrée à des entreprises, tout secteur d'activité. Il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation, mais c'est des secteurs variés tels que l'événementiel, le marketing digital, l'architecture, on a des marques de bière, des sociétés de conseil, de l'informatique. En tout, combien d'entreprises hébergez-vous ? À ce jour, on a 52 entités qui sont hébergées au sein du Monaco Boost. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de votre aide ? Alors les conditions, il faut être soit monégasque, soit conjoint. Il faut que l'entreprise soit en cours de création ou qu'elle soit immatriculée depuis moins de 5 ans. Et puis ensuite, le dossier est étudié par une commission à laquelle siège le département des finances, ma direction et le Conseil national, pour étudier aussi l'intérêt pour la principauté et la pérennité du projet qui est présenté. Vous avez reçu du public lors de ces 2 jours de portes ouvertes. Quel en était l'objectif ? Alors l'objectif déjà, ça s'inscrivait dans la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et l'idée c'était d'ouvrir nos portes et de démontrer l'infrastructure que propose le gouvernement pour l'entrepreneuriat local. Et puis on a, dans ce cadre-là, ça s'est déroulé sur 2 jours avec une première journée consacrée à des étudiants de divers cursus. On a reçu des lycéens, il y avait des étudiants de l'IUM. Il y avait la commission d'insertion des diplômés que je tiens à remercier qui était présente aussi. Et puis aujourd'hui, c'est plus orienté professionnel et entrepreneur en devenir ou les personnes qui ont un souhait de créer une activité en principauté. Parce qu'il y a eu des ateliers de présentation, notamment par le Monaco Business Office, le Monaco Economic Board et la Jeune Chambre économique notamment. Donc il y a eu des ateliers, des visites des lieux aussi, des échanges avec les entrepreneurs de la pépinière ? Tout à fait, il y a eu quelques échanges, parce qu'en fin de matinée, on avait 4 entreprises qui ont été sélectionnées, qui ont pitché pendant quelques minutes pour présenter un petit peu leur activité et mettre en avant les atouts de la pépinière. Et quel est aujourd'hui le premier frein à l'entrepreneuriat ? Est-ce que si vous avez un conseil pour celles et ceux qui n'osent pas passer le cap ? Le premier frein peut-être, ça peut être une peur de manque de moyens ou une peur de ne pas réussir, mais j'ai envie de dire l'échec fait partie de la réussite. En tout cas, nous on est là pour les accompagner et les conseiller dans leur démarche et essayer de lever tous ces freins pour stimuler leur esprit entrepreneurial. Et un petit conseil pour terminer ? Un petit conseil, moi j'invite tous les jeunes monégasques ou les conjoints qui sont en principauté à venir nous rencontrer, à venir rencontrer mes équipes, dont je tiens à saluer le travail et la disponibilité. Et on est ouvert à toutes les questions pour essayer de développer cet esprit entrepreneurial et les accompagner dans leurs projets. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bruno pour vos réponses. Merci à vous. Justement, nous venons de l'évoquer, Monaco Tech organisait hier son Demo Day, une conférence au cours de laquelle les nouvelles startups de l'incubateur présentent leurs projets devant les autres entrepreneurs et participent à une session de questions-réponses avec eux dans un esprit convivial, comme vous allez le voir dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni.
L'incubateur de start-up Monaco Tech a organisé hier son traditionnel Demo Day, un programme qui permet aux start-up émergentes de présenter durant 7 minutes leur innovation devant un groupe d'auto-entrepreneurs et de businessmen, avant une session de 7 minutes de questions-réponses permettant aux créateurs de start-up de corriger une éventuelle faille décelée dans leur business model et assurer le meilleur départ possible à leur entreprise. Alors le Demo Day, c'est un événement qui nous permet de présenter nos startups, les dernières startups ayant rejoint le programme Monaco Tech, de les présenter à notre écosystème proche, composé d'entreprises, de partenaires, d'acteurs de l'écosystème local, avec qui elles pourront nouer des premiers contacts par le biais de cet événement. Et donc voilà, ça facilite un peu leur démarrage dans l'écosystème local. Pour cette nouvelle édition du Demo Day, Monaco Tech a présenté 4 nouvelles startups enregistrées à Monaco, dont Skill et Abilis, 2 projets innovateurs qui rentrent parfaitement dans le cadre du développement durable à travers un processus de réduction des déchets et d'anti-gaspillage. Notre projet porte sur la valorisation des déchets de la production agricole. Ce qu'on fait, c'est qu'on transforme la matière qu'on considère des déchets en ingrédients pour la cosmétique et l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, on fait le Demo Day et donc on présente le projet à toute la communauté monégasque en général. Disons, on a des invités qui viennent écouter notre présentation et on espère que ça sera bien évalué. Skill, c'est une société récemment enregistrée à Monaco avec le projet de développer une plateforme à destination des établissements de santé et notamment des résidences pour seniors visant à mesurer la prise alimentaire, donc ce que les gens sont en capacité de manger sur ce qui leur est servi sur la base d'une intelligence artificielle qui va analyser les photographies qui sont prises des repas, des assiettes avant et après la consommation par les résidents. Et un double objectif, c'est de faire du suivi nutritionnel, donc de faire de la prévention sur la dénutrition qui touche plus de 35% des personnes âgées hospitalisées et en même temps d'avoir une vision très précise sur la performance alimentaire, de la restauration et de lutter contre les gaspillages qui représentent jusqu'à 40% de gaspillage de ce qui a été servi en termes de nourriture. Dans le même thème, le ministre d'État a reçu aujourd'hui, dans le cadre de sa prise de fonction, les représentants du Conseil économique, social et environnemental de la Principauté, devant la présidente Caroline Rouguignon-Vernin et ses 2 vice-présidents, Michel Gramaglia et Christine Giolitti. Didier Guillaume a souligné l'esprit de dialogue qui anime cette assemblée et a félicité la participation active des membres dont les avis et propositions nourrissent les réflexions du gouvernement. Hier, le ministre d'État s'était entretenu avec le président en exercice de la Jeune Chambre économique de Monaco, Clément Maréchal, accompagné de la vice-présidente attractivité Anna Derien, qui va lui succéder en 2025. Didier Guillaume a découvert les actions mises en place par l'association au sein de la Jeune Chambre internationale, notamment pour promouvoir l'économie monégasque et former les jeunes entrepreneurs. Tout autre chose à présent, le Monte Carlo One s'est transformé en véritable galerie d'art. Une quinzaine d'exposants joailliers venus du monde entier ont investi le centre de conférence situé dans le Carré d'Or pour la première édition du Salon Joya lancé hier. Visite guidée avec Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. Un projet créé par 2 amies d'enfance, Delphine Pastor et Vanessa Margowski, dans le but de renouer la joaillerie à l'art. Le Salon Joya a ouvert ses portes ce vendredi dans la galerie du Monte Carlo One. Cette première édition regroupe une quinzaine de joailliers venus exposer leurs bijoux ici en Principauté le temps d'un week-end consacré à la bijouterie et ses secrets. Joya est un salon qui est exclusivement dédié à la joaillerie, qui sort des codes conventionnels des salons, car nous avions envie d'apporter une dimension culturelle à l'événement. Alors Vanessa et moi, c'est une longue histoire puisqu'on se connaît depuis toujours, si j'ose dire, puisque nous sommes des amis d'enfance. Nous avons toutes les 2 grandi à Monaco et puis nous avons collaboré pendant de nombreuses années, plus de 15 ans, au sein de la galerie 11 Columbia, qui était une galerie 11 avenue Princesse Grace, où nous invitions des galeries d'art contemporain et de design à venir exposer dans notre galerie. Et donc nous avons monté de nombreuses expositions et avons accompagné beaucoup de collectionneurs pour monter des collections d'art contemporain et de design. Donc, le bijou est venu en continuité avec cette galerie. Pour sa première édition ici à Monaco, le Salon Joya a su collaborer avec de nombreux organismes locaux afin de s'assurer le succès de l'exposition.
dont le musée d'anthropologie et de la préhistoire, nouveau partenaire de l'événement qui a fourni au salon différents trésors et bijoux préhistoriques afin de montrer ce que l'art, l'histoire et la joaillerie ont en commun. Pour cette première édition, nous avons aussi sollicité les acteurs culturels de la Principauté. Donc nous avons le NMNM qui nous a accompagnés dans ce projet en ouvrant à Julien Carin, cet artiste plasticien qui est à l'origine de l'identité visuelle de Joya, le fond des réserves de la SBM avec toutes les coiffes et les bijoux de scène. Le musée d'anthropologie et de préhistoire du Prince Albert Ier est également partenaire dans cette première édition de Joya. Ils nous ont confié le trésor de Monaco et des bijoux préhistoriques. Et vous avez jusqu'à ce dimanche pour contempler et ou acheter l'un de ces joyaux. Simultanément à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que nous avons évoquée plus tôt, la Semaine européenne de réduction des déchets bat son plein actuellement. À Monaco, un village a été créé sur la promenade Honoré II et diverses animations sont proposées dans les locaux de la Casa di Soci pour lutter contre le gaspillage alimentaire, thème de cette année. Christine Petit-Homel et Camille Caloni se sont rendues sur place. Le thème cette année de cette semaine européenne de réduction des déchets, le gaspillage alimentaire. L'objectif, vous encourager à devenir éco-responsable en optant pour un mode de consommation plus durable et en limitant autant que possible la production de déchets et surtout en incitant la jeune génération à adopter les bons gestes. C'est important d'éduquer la jeunesse au tri des déchets, au gaspillage alimentaire. Il faut savoir que maintenant, on va au-delà du recyclage. On essaie d'orienter les enfants vers le zéro déchet. Donc oui, c'est important de savoir bien gérer, on va dire, son réfrigérateur et les achats qu'on y fait. On leur propose de récupérer tout ce qui est déchets, en fait, qu'on considère comme des déchets. Par exemple, on a fait des cakes à la base de peau de banane. Il y a juste la peau de banane qui compose le cake. On a fait des cookies à base de paracis, on fait des pelures d'orange qu'on va faire en fait sous forme de rangettes. On crée plein de choses. Et le but, c'est vraiment de dire, on peut valoriser ce qu'on mettrait à la poubelle. Donc c'est ce qu'on explique aux jeunes. Et alors quand ils goûtent, ils sont surpris? Et oui, tout à fait. Les petits n'en revenaient pas qu'il n'y avait pas de banane dedans, mais juste la peau. Donc ça c'est chouette. C'est une découverte en fait. Ils se rendent compte que quelque chose qu'on jetterait habituellement, ça peut vraiment avoir du goût, ça peut être bon et ça fera un chouette goûter. Des recettes que vous pourrez retrouver sur le site www.ecopolis.com. Et si le gaspillage alimentaire était au cœur de cette journée, les bonnes pratiques en matière de développement l'étaient tout autant. Souvent laissées à l'abandon une fois usagées, les matières textiles peuvent pourtant être recyclées et vivre une seconde vie. Nous présentons des articles de récupération de jeans et réalisés par des personnes en situation de handicap. Donc moi je les encadre et ils font des belles choses qu'on essaye de proposer à la vente. Pourquoi jeter un jean qui est juste usé ou qui ne va plus ou qui a un petit défaut quelque part. Donc le reste, s'il y a un trou quelque part, le reste il peut être utilisé. J'ai pris un exemple, un pantalon qui avait des jambes complètement abîmées. Donc on garde, on récupère, on va le travailler autrement et il peut donner quelque chose comme ça. On l'accessoirise après avec des choses qu'on récupère sur d'autres jeans aussi. Donc rien ne se perd. Des créations que vous pourrez retrouver sur l'Instagram de l'association L'Atelier des Hirondelles. Et puis sinon, sachez que parallèlement à cet événement, la direction de l'environnement organise une collecte de sous-vêtements et une collecte de lunettes. Les dons seront à déposer, comme les années précédentes, dans les collecteurs installés à l'extérieur du centre commercial de Fontvieille. À quelques semaines de Noël et alors que les rayons de nos supermarchés se remplissent de chocolats en tout genre, une conférence a réuni de fins gourmets autour de cet aliment addictif, un sujet de Christine Petit-Homel et Julien Logier. Le chocolat est une denrée de consommation qui a une histoire très très longue. On parle de la mise au point du chocolat dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, même si le cacao a été découvert par l'Occident lors de la conquête espagnole du Nouveau Monde au XVIe siècle. Elle n'est arrivée en Europe occidentale qu'au tout début du XVIIe siècle, c'est-à-dire presque un siècle plus tard, et ce n'est véritablement qu'au XIXe siècle qu'un certain nombre d'avancées techniques ont permis
de produire davantage d'objets, ou plutôt de produits résultant du chocolat, d'une simple boisson, ce qu'elle avait été jusqu'alors. On avait maintenant des tablettes, et puis quelques temps après, des bonbons de chocolat. Et là, bien évidemment, c'est tout un imaginaire qui s'est formé et qui est aujourd'hui, je dirais, une partie intégrante de la culture occidentale. Dès le départ, on s'est très vite rendu compte que le chocolat avait des vertus euphorisantes grâce aux théobromines, un composé naturel présent dans le cacao. Une recherche hédoniste donc de plaisir gourmand, à condition tout de même de consommer le chocolat avec un peu de modération, le sucre étant lui aussi de la partie. Ce rendez-vous chocolaté était organisé par l'Alliance française de Monaco. Pour en savoir plus sur cette entité, je vous propose d'écouter son président, Jean-Yves Giraudon. Et nous avons une école de langue, de français langue étrangère, qui est destinée aux non-francophones. Et chaque année, nous apprenons, nous perfectionnons en français langue étrangère plusieurs centaines d'étudiants. Nous avons plusieurs professeurs rémunérés, une directrice des études, et les bénéfices de ces cours sont investis totalement dans l'organisation d'événements culturels dans le cadre de la francophonie. On reste à table, puisqu'il est l'heure de se régaler pour les amateurs d'oursins. La mairie organise sa traditionnelle oursinade au marché de la Condamine le 2 décembre prochain à partir de 18 h. Pour les réservations, et elles sont obligatoires, vous avez jusqu'au 28 novembre. À noter que 2 formules seront proposées au tarif de 17 €, l'une avec des oursins bien sûr, et l'autre avec des huîtres et des crevettes. Passons à vos prévisions météo et pour cela, Christinda Petit-Homel nous a rejoint en studio. Bonsoir Christinda, quelle est la tendance pour ce début de week-end ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Eh bien demain, enfin le soleil sera de retour. Du soleil le matin, de belles éclaircies l'après-midi. Par contre, attention, il faudra penser à bien se couvrir car si le soleil est là, il fera cependant encore frais. Des températures comprises entre 8 et 14 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Cléments. Merci Christinda, c'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous pour l'après-JT. Nous avons choisi de vous faire vivre ou revivre la folie du Comic-Con, ce salon international dédié à la pop culture. Sans transition, les images qui vont suivre sont signées Manuel Vitali. Le photographe a déambulé pour nous dans les allées du salon Joya à la recherche des bijoux les plus étincelants. A tout de suite.